Alors, synthèse, vous devez retenir, d'abord, d'un point de vue général, que la microéconomie étudie le comportement des agents rationnels et maximisateurs. Ce sont les deux principales caractéristiques du comportement des agents sur un marché. Que cette microéconomie étudie l'équilibre du producteur d'un côté, l'équilibre du consommateur de l'autre côté, et finit par aboutir à l'équilibre conjoint sur le marché des biens et des services. Donc, il y a toute une démarche pour aboutir à l'équilibre économique général. Que, en ce qui concerne le consommateur, qui était l'objet d'étude particulier de cette séance, eh bien, les choix du consommateur, pour exprimer ses choix, le consommateur a besoin de 4 éléments. D'abord, de connaître ses préférences, et donc on a distingué l'utilité ordinale et l'utilité cardinale. On a dit que l'ordinal, ça suffisait. Il suffisait au consommateur de savoir qu'il préférait le vin au pain et le pain au jus d'orange. Que le consommateur doit avoir une connaissance de son budget, puisque c'est sa principale contrainte de consommation. Il doit connaître les prix. S'il n'y a pas de prix au bien, il n'y a pas de droite de budget. Et qu'enfin, ce consommateur doit avoir une information parfaite, c'est-à-dire connaître tout ce qui est nécessaire sur les produits en question, puisque, et on peut dire, que cette information nécessaire doit être contenue dans le prix. Alors, pour la contrainte budgétaire, eh bien, on a vu qu'elle s'exprimait par une droite, appelée la droite de budget, et la définition de la droite de budget, eh bien, c'est une droite qui rassemble toutes les combinaisons possibles de deux biens en fonction de leur prix et du budget du consommateur. Alors, donc ces consommations sont supposées, par hypothèse, épuiser le budget du consommateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reste de revenus à épargner. Les préférences du consommateur entre deux biens s'expriment donc par une courbe d'indifférence, celle-là, pour chaque niveau d'utilité. Eh bien, l'équilibre du consommateur va consister en permanence à maximiser l'utilité de son revenu, c'est-à-dire à en tirer la plus grande satisfaction, à consommer le plus grand nombre de biens qui lui sont le plus utiles. Alors, voilà comment on peut exprimer l'équilibre du consommateur. On s'est aperçu que l'utilité variait en fonction du prix et du revenu. Donc l'utilité provoquée par la consommation d'un bien dépend d'une part de la richesse du consommateur et d'autre part du prix relatif de ce bien. La variation du prix d'un bien va entraîner deux effets sur la consommation des biens. Il va entraîner un effet prix et un effet revenu. L'effet prix consiste à dire que quand le prix d'un bien diminue, sa consommation augmente. L'effet revenu consiste à dire que quand le prix d'un bien diminue, c'est comme si le consommateur avait un revenu plus élevé, et donc le consommateur va utiliser ce revenu plus élevé pour consommer d'autres biens. Donc, la baisse du prix d'un bien influe sur la consommation de ce bien, mais aussi sur la consommation d'autres biens. Ça, c'est un enseignement extrêmement important. La demande individuelle, on l'a démontré, est une fonction décroissante du prix. Encore une fois, c'est vrai pour la quasi-totalité des biens, mais pas vrai pour certains biens. La demande globale est la simple addition, la simple agrégation des demandes individuelles. Donc, dans la théorie néoclassique, on passe de la demande individuelle d'un bien en fonction du prix à la demande globale en additionnant le comportement de tous les consommateurs, c'est-à-dire, pour chaque niveau de prix, les niveaux de demande de chacun d'entre eux. Il faut retenir que le producteur, son objectif, c'est de maximiser son profit, mais, comme le consommateur, notre producteur est sous contrainte de ressources. Il doit choisir, notre producteur, le volume produit, la combinaison de facteurs à retenir pour le produire, et celle qu'il va retenir, c'est celle qui représente le coût
minimum. Il va faire ses choix grâce à un outil particulier qui est la fonction de production. Alors, la fonction de production met en rapport un volume produit et la quantité de facteurs de production utilisés. On distingue les fonctions de production de court terme et de long terme, avec des hypothèses bien particulières, puisque à court terme, il n'y a qu'un facteur qui peut varier, c'est le facteur travail, et on a une règle pour l'optimum économique du producteur à court terme, c'est quand la productivité marginale égalise la productivité moyenne. Donc, c'est le fameux point P2 sur mon graphique, et c'est la condition d'équilibre du producteur. Donc, la productivité marginale du travail doit être égale à sa productivité moyenne. À long terme, on peut trouver un optimum pour chaque niveau de production, qui correspond, je vous rappelle, à un isocoût particulier. Au point de tangence, cet optimum, on va le trouver à chaque point de tangence entre un isoquant et un isocoût. Et donc, quand on va relier ces optimums entre eux, eh bien, on va déterminer ce que l'on appelle le sentier d'expansion de l'entreprise, c'est-à-dire, finalement, les perspectives et le rythme de sa croissance en fonction de son budget et du prix des facteurs de production, mais aussi en fonction des caractéristiques de la combinaison des facteurs de production. Pour l'essentiel, les coûts se ventilent en deux, coûts fixes et variables. On a vu ensuite que les coûts diminuaient avec le volume produit, particulièrement un type de coût, les coûts fixes, mais je vous ai dit qu'on pouvait aussi repérer ça sur certains coûts variables. Pour maximiser le profit, les offreurs qui ne peuvent pas jouer sur les prix ne peuvent jouer que sur les coûts, donc ils vont essayer de minimiser les coûts pour augmenter leur profit. Minimiser les coûts pour maximiser le profit. C'est la seule possibilité d'intervention du producteur. Deux règles à connaître. Le profit unitaire, c'est-à-dire le profit pour un produit maximum, est atteint lorsque le coût marginal égalise le coût moyen. Donc il faut bien retenir cette règle d'égalité entre le coût marginal et le coût moyen. Par contre, pour déterminer le profit total maximum, ce qui est, encore une fois, l'objectif essentiel des entrepreneurs, eh bien, il va falloir que le point de maximisation du profit est atteint lorsque le coût marginal, le coût de la dernière unité produite, est égal au prix de vente, c'est-à-dire le point où tout profit disparaît. On a intérêt à produire jusqu'à ce niveau. Chaque offreur détermine la quantité maximisant le profit pour chaque niveau de prix. Donc je sais qu'à 5 €, pour avoir un profit maximum, il va falloir que je produise tant. À 6 €, il va falloir que je produise tant, etc. Et ça représente précisément une courbe d'offre en fonction du prix. Chaque offreur donc, peut ainsi établir sa courbe d'offre. Encore une fois, rappelez-vous de cette règle que, d'une manière générale, l'offre est une fonction croissante du prix. Comme pour la courbe de demande, comment passe-t-on de la courbe d'offre d'un producteur à la courbe d'offre globale? Eh bien, en additionnant pour chaque niveau de prix les quantités offertes par tous les producteurs. De la même manière que du côté du consommateur, pour passer de la courbe de demande individuelle à la courbe de demande globale, il fallait additionner pour chaque niveau de prix les demandes de tous les consommateurs. Donc c'est un simple principe de sommation. Alors, peut-être il y a une question, avant de finir, peut-être il y a une question qui vous taraude l'esprit. Comment peut-on expliquer le comportement d'un consommateur dès lors que l'on prend en compte que de biens? C'est quand même, a priori, ça peut être une limite à la théorie. Parce que si ça marche
pour 2 biens, est-ce que ça marche pour une infinité de biens? En fait, dites-vous qu'une infinité de biens, ou en tous les cas un nombre très grand de biens, eh bien, peut toujours être comparé 2 à 2. Donc si c'est vrai, si ce que l'on est en train de dire sur l'équilibre du consommateur est vrai dans le cadre d'un arbitrage entre 2 biens, eh bien ça l'est dans le cadre d'un arbitrage avec un grand nombre de biens parce que on peut multiplier les analyses de comparaison des biens 2 à 2. Donc on peut rendre compte effectivement de l'ensemble des choix de consommation d'un consommateur.